que tu peux partager un tout petit peu l'écran, en fait de montrer la fonctionnalité directement. Voilà, ça c'est votre back-office. Par exemple, vous pouvez venir ici dans POS, Point of Sale. Le client pourra tout simplement scanner et dès que le paiement sera effectué, il peut payer par Mobile Money ou il peut payer par Airtel Orange ou M-Pesa. Il y a souvent un problème, n'est-ce pas, quand vous voulez faire des transferts transfrontaliers en utilisant le USDC ou bien une stablecoin. Je suis dans le cross-board, donc je peux facilement avec MioPay, on peut faire des opérations de transfert des fonds à l'international, donc d'une devise vers une autre. MioPay, en tout cas, actuellement, on n'a pas d'investisseurs et on n'a pas fait de levée de fonds. Je n'avais que 16 ans à cette époque là-bas. Aujourd'hui, j'ai 21 ans, j'ai beaucoup plus un profil trading, finance. Bah, bravo. C'est une réussite. Je pense que dans la Silicon Valley, on recommande, pour un produit minimum viable, justement, on recommande 100. Puisque, en tant que coach trader, j'avais un souci. Et c'est de là même où est née l'idée d'un bio. Puisque les soucis que j'avais, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui avaient aussi les mêmes problèmes, qui me contactaient. De manière générale, tu as déjà répondu, mais moi, j'aimerais que tu me choisisses un cas, que tu te souviens, voilà, et tu essaies de nous expliquer un peu comment ça s'est passé. Le moment où il souscrit, est-ce qu'il y a eu des interactions entre vous? Et qu'est-ce que tu as appris de cette interaction, de ce premier client-là, le client qui t'a marqué? Avant, il était obligé de passer par des plateformes un peu complexes, des méthodes un peu compliquées, qui lui prenaient en tout cas toutes ses marges. Mais avec MbioPay, il est en tout cas, il utilise, il reçoit facilement ce. Est-ce qu'il s'agit de trader les crypto-monnaies? Et de quoi il s'agissait concrètement? Nous sommes une fintech. On peut collecter facilement plusieurs intégrations comme des liens de paiement, des cartes virtuelles, de paiement par QR codes. Quel est, selon toi, le client idéal pour MioPay? Est-ce la petite entreprise qui vend sur Instagram? Est-ce la multinationale qui doit payer ses fournisseurs ou quelqu'un entre les deux? Je pense que la crypto, c'est la solution la plus rapide, la plus sûre. Salut, c'est Miaka Sissa. Aujourd'hui est un jour spécial pour moi parce que je reçois un jeune frère qui a une grande ambition de révolutionner la finance au niveau de l'Afrique centrale, de l'Afrique et même au-delà. Donc, je reçois aujourd'hui le CEO, le PDG d'une fintech grandissante en Afrique qui s'appelle MioPay. Joël Mirimo, bonjour et bienvenue. Et encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait 2 fois qu'on l'a reporté parce que tu es très busy. Récemment, tu étais au Rwanda pour participer à des sommets sur la finance. Peut-être on va en apprendre un peu davantage sur ces sommets-là auxquels tu as participé. En tout cas, je suis très fier de t'avoir sur ce plateau pour échanger et apprendre un peu plus sur ta vision de la finance au niveau de l'Afrique centrale et de l'Afrique et même au-delà, pourquoi pas. Bonjour, Mirassi, ça, c'est en tout cas c'est en tout cas un plaisir pour moi de me retrouver avec toi ici. Comme tu l'as dit, moi c'est Monsieur Jolie Méry. Moi, je suis actuellement en train de développer MBOP. Je suis le fondateur ainsi que le CEO de MBOP. Parfait. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire voyager rapidement, on puisse connaître qui est Joël Mirimo en tant que personne. Donc rapidement, un flash sur qui vous êtes, de quel pays êtes-vous, comment a été votre vie, comment vous avez grandi, etc. Rapidement, on veut connaître d'abord la personne de Joël Mirimo. Où est-ce que Joël Mirimo a grandi, a fait ses études, etc. Ok, je suis né en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Goma. Et depuis mon tout jeune âge, je me suis un peu lancé un tout petit peu. J'ai eu un privilège en tout cas de me lancer un tout petit peu trop tôt dans le domaine du business en ligne en 2019 où je commençais en tout cas à faire mais j'ai en tout cas y bosser mes premiers investissements dans le domaine du MLM. Je n'avais que 16 ans à cette époque là-bas. Aujourd'hui, j'ai 21 ans et j'ai à commencer, parce qu'avant de la symbiopée, moi, j'ai en tout cas commencé à travailler, à tant que j'ai basculé, donc 2 ans après que j'ai commencé avec le MLM, j'ai basculé, j'ai commencé à faire des trading, les trading forex. J'ai développé de communauté, parce que même sur YouTube, si tu vas chercher Monsieur EuroUSD, c'est sous ces pseudonymes là-bas où j'agissais en tout cas en tant que trader coach. Généralement, tout marchait bien. Je formais les gens, j'ai à développer une certaine communauté par rapport dans les domaines, en tout cas du trading, avant de pouvoir maintenant
lancé Mbio-Pays. Mais par rapport à ma ville de naissance, je suis en tout cas né et grandi à Goma. Excellent. 21 ans et tu es en train déjà d'écrire l'histoire de la finance africaine. C'est à féliciter. Mais quel est ton profil? Est-ce que tu as plus un profil, est-ce que tu as un profil tech en tant que tel ou est-ce que tu as plus un profil trading, finance? Voilà, de mon côté, en tout cas, j'ai beaucoup plus un profil trading, finance, c'est parce que je me suis beaucoup plus lancé, en tout cas, dans, dans ces, dans ces domaines là-bas, en tout cas, de la finance. C'est quelque chose qui m'a, en tout cas, beaucoup plus intéressé, les paiements, puisque, en tant que coach trader, moi, j'avais un souci. Vous savez, je formais les gens un tout petit peu par, partout un peu en Afrique et parfois j'avais même des clients en Europe. Mais le souci était comment me faire payer. Je conclue des deals, je lance des pubs, je fais tout ce que je dois faire. Mais les soucis arrivent, ok. Au moment de me faire payer, il y a un souci de plateforme qui existait à cette époque là-bas. C'était compliqué. J'avais encore du mal à me faire payer. Et c'est de là même où est née l'idée d'un bio, parce que les soucis que j'avais, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui avaient aussi les mêmes problèmes, qui me contactaient. Parce que moi, j'avais déjà j'ai été obligé en tout cas de créer une entreprise offshore. Et puis, il faut d'avoir un compte nouveau pour recevoir mes paiements. Et le compte était bloqué à chaque fois, il fallait réouvrir encore. Et là, je m'étais dit, ah, ça, c'est un souci en tout cas que beaucoup de gens ont. Et c'est vraiment, si j'arrive à apporter en tout cas parce que déjà, moi, je le faisais déjà sur WhatsApp. J'aidais certaines personnes à collecter déjà leurs paiements en manuel. Et là, je me suis dit, OK, il y a sûrement un problème. C'est là même qu'est née l'idée en tout cas de BioPay. Ce que je voulais en tout cas digitaliser cela et le mettre en tout cas au service en tout cas de tout le monde. Que si j'avais ces problèmes là-bas, je suis vraiment rassuré qu'il y a d'autres personnes qui ont réellement les mêmes problèmes que moi. Excellent. Donc, on voit que la genèse de MioPay part d'un problème que tu vis toi-même en tant qu'entrepreneur ou en tant que trader. Tu as du mal à te faire payer et tu te dis que c'est un problème grave. Il faut que tu résolves ce problème. Maintenant, entre le moment où tu décides de résoudre ce problème, étant trader et sachant que pour résoudre ce problème-là, tu as besoin de mettre en place une plateforme tech, fintech, si tu veux. Comment tu t'en es pris puisque tu as un profil finance trading, mais tu n'es pas un tech, tu n'es pas un développeur. Comment tu t'es pris par rapport à cet aspect-là pour donner vie à ce projet-là? Bon, vous savez, généralement, quand on veut lancer en tout cas une boîte en Afrique, ce n'est généralement pas la même procédure que lancer en tout cas une boîte tech comme aux États-Unis ou dans d'autres pays où le financement et tout le reste. Parce que j'ai BioP en tout cas actuellement, on n'a pas d'investisseurs et on n'a pas fait de levée de fonds. Et Symbiope aujourd'hui, c'est grâce en tout cas à mes petits fonds personnels que j'ai eu un peu à collecter un peu dans le trading et dans la vente de mes différentes formations en ligne ainsi que l'affiliation, etc. Et j'ai à j'ai à travailler avec des développeurs qui nous ont en tout cas aidé à mettre la plateforme un peu en marche. Parce que je me disais peut-être si j'aurais peut-être besoin d'un cofondateur un peu dans les jours à venir, ça sera sûrement un cofondateur technique qui prendra en tout cas parce que j'ai en tout cas bossé uniquement avec des freelances. Est-ce que j'ai un petit à part j'ai une certaine petite notion en code, je peux lire je peux lire du code mais je suis pas vraiment très vraiment à fond dedans. Et là pourquoi une certaine boîte qui est née, en tout cas, c'est grâce en tout cas au fonds personnel un peu et j'ai un peu embauché quelques devs qui travaillent en tout cas même actuellement toujours sur le projet qui sont payés. À partir donc de quelle date, disons, faut nous situer un peu dans le temps pour qu'on essaie de voir Myopé, déjà, il a combien d'années d'existence? Comment se sont passées les choses à partir du moment où tu décides de créer Myopé? J'imagine que d'habitude, tu n'avais pas affaire au fait de vouloir trouver des profils tech ou des développeurs pour pouvoir travailler avec eux. Mais à partir du moment où tu te rends compte que tu en as besoin, moi, je veux que tu nous expliques un peu des anecdotes sur comment ça s'est passé. Est-ce que tu as eu des difficultés? Comment tu as fait pour trouver des devs et comment se passe maintenant la collaboration avec ces devs? Est-ce que tu la trouves facile ou est-ce que dans cette collaboration-là, il y a des trucs que tu aurais aimé que ça soit mieux? Si oui, lesquels? Et aussi, sont-ils chers? Les trouves-tu chers, par exemple?
On veut comprendre cette partie-là, si tu peux nous expliquer. Ok, merci beaucoup. Tu vois, un peu, quand vous lancez une boîte du type dans les finances, etc., ça doit être, les choix en tout cas du développeur doit être une chose très importante parce que, vous savez, il doit créer un site web en tout cas pour la finance, donc un, un type tech, etc. Ça ne serait pas la même chose que créer un site web pour un prestataire normal qui n'effectue pas des paiements. Vous voyez, l'affaire de paiement, c'est une affaire qui est vraiment très complexe et la sécurité doit en tout cas passer avant toute chose. Donc, j'ai bossé avec des devs que j'ai pu trouver sur Fiverr. C'est des plateformes avec d'autres. Après, après, on a eu un peu à basculer avec des devs nigériens que j'ai pu trouver parce que le premier dev que j'ai pu trouver sur Fiverr, c'était des Pakistanais. Et ils sont vraiment très compétents, ils ont une grande agence et certainement, vous savez, sans pour autant être un peu relatif par rapport aux devs de l'Afrique francophone, en tout cas, j'avais à discuter avec certains uns, mais ils n'arrivaient pas en tout cas beaucoup plus à me convaincre parce que vous savez, il fallait trouver un développeur qui est un peu un back-office, un peu dans la finance, etc. Un dev qui est beaucoup plus calé dans ce domaine-là, dans l'Afrique francophone, pour moi, c'est un tout petit peu difficile à trouver à cette époque-là. J'ai eu en fait basculer en tout cas vers le marché anglophone. C'est là que j'ai pu quand même trouver quelques personnes. Oui, certainement, ils étaient un tout petit peu chers par rapport à nos budgets actuels de développement. On a eu un peu à l'effet parce que le plus important, moi, ce que je voulais, c'était de lancer un MVP le plus rapidement possible. Vous savez, je devais lancer en tout cas en tout cas la plateforme. Je devais d'abord avoir un produit qui est minimum présentable. En fait, que les gens écrivent et qu'ils puissent, voilà, et qu'ils puissent quand même valider l'idée. Et oui, certainement, pour le coup, ça a pris vraiment une partie, vous savez, quand déjà la grande partie du développement, en tout cas, donc la grande partie de vos fonds de développement de votre boîte finit dans la développement tech, alors qu'il y a aussi la partie marketing et tout ce qui va avec. Ce n'est toujours pas une affaire un peu simple. Alors, moi, j'ai toujours conseillé aux gens on voulait lancer en tout cas une boîte tech. Vous avez une idée, peut-être que vous n'avez pas des compétences techniques. Cherchez un cofondateur technique qui vous allez peut-être vous partager de part avec lui. Vous avez l'idée, lui, il a les compétences, vous lancez la boîte. Et c'est comme ça qu'en tout cas, la plupart des boîtes nigériennes, la plupart des boîtes américaines sont nées. Un développeur qui a un fondateur qui a une idée, un autre cofondateur qui a des compétences techniques, un peu un dev dans ce sens-là. Voilà. Parce que déjà là-bas, ça prouve que la boîte peut en tout cas aller très loin sans pour autant faire passer le projet dans les mains de plusieurs freelancers. En tout cas, c'est l'erreur que je pense que j'avais fait, mais qui a été bien corrigé bien après. Donc, le fait d'être passé par plusieurs freelancers, pour toi, aujourd'hui, tu penses que c'est une erreur. Tu aurais dû trouver un cofondateur technique une fois pour toutes. Exactement. Hmm. Exactement. Et du coup, tu nous as pas encore dit la date de lancement de MioPay. À partir de quel moment tu penses que l'entreprise a été créée et à partir de quel moment le produit a commencé à être développé et à partir du moment où le produit a commencé à être développé, combien de temps ça a pris pour avoir le MVP? Ok, j'ai eu l'idée en tout cas de lancer BioP, c'était en 2023, donc à la fin en 2023 comme ça, et en mars 2024, j'ai en tout cas lancé les, les MVP. J'ai commencé d'abord avec les cartes virtuelles ainsi que les liens de paiement. Et à ma surprise, il y a eu beaucoup de réactions. Il y a eu les gens on a eu à vendre plusieurs cartes au cours de 2 mois. Je me suis dit, ok, il y a vraiment un game changer quelque part, et surtout avec les liens de paiement qui sont connectés avec les mobile money. Ça a aidé facilement les freelances, le coach et les autres personnes à pouvoir collecter facilement leurs paiements. Là, je me suis dit, ok, on va un peu upgrader au niveau supérieur. Mais en tout cas, c'est un peu en 2024, en mars, où j'ai en tout cas lancé en tout cas le MVP. Parce que je voulais pas, dans notre technique de lancement, je ne voulais pas lancer toutes les fonctionnalités au même moment. Je voulais lancer petit à petit une, une fonctionnalité peut-être tous les 2 ou 3 mois, en fait que les gens quand même s'identifient. Ce que c'est l'erreur que beaucoup font, à mon avis, c'est d'essayer d'être de lancer plusieurs fonctionnalités au même moment.
de mon côté, en tout cas, je ne pense pas que c'est une très bonne chose. Justement, c'est très connu aussi dans la Silicon Valley. On recommande pas de faire. D'ailleurs, c'est d'ailleurs tout le concept du MVP, le minimum viable. C'est le minimum viable qu'il faut lancer. Et c'est donc ce que tu as fait. Donc, tu as commencé avec les cartes virtuelles. Donc, les cartes de crédit virtuelles. C'est bien ça. C'est ça, les cartes Visa. D'accord. Et après 12 mois, tu as eu combien de souscriptions, est-ce qu'on peut quantifier cela? Bien sûr, de le dire juste, si vous pensez qu'une information est confidentielle, ne la dites pas. Ok, pour des raisons un peu pour des raisons un peu confidentielles, je ne, bon, pour le chiffre, je me rappelle pas très bien, en tout cas, de combien de cartes on a vendu dans les 12 mois après le lancement, mais on a eu en tout cas à avoir une centaine de cartes vendues, je pense bien. Bah, bravo. C'est une réussite. Je pense que dans la Silicon Valley, on recommande, pour un produit minimum viable, justement, on recommande 100. C'est-à-dire que si tu as pu valider ton produit avec 100, c'est une réussite, en fait. Pour un MVP, c'est une réussite. Euh, ok. D'accord. Maintenant, on va faire un petit tour en arrière. Vous avez parlé de vos compétences en trading. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos compétences en trading? De quoi il s'agit vraiment? Est-ce qu'il s'agit de trader les crypto-monnaies? Et de quoi il s'agissait concrètement? Voilà. Concrètement, je faisais beaucoup plus les trading forex ainsi que les indices synthétiques, bien qu'aujourd'hui je ne le fais plus. Je beaucoup bossé, et je continue toujours de bosser en tant qu'agent de paiement de dérive pour le côté de la RDC. Parce que ça, c'était aussi en tout cas l'une de... Parce que moi, je suis toujours, comme je l'ai dit au début, surtout dans le domaine des paiements. Parce que avant que Derive ne puisse intégrer les méthodes de paiement RTL, Orange, Pesta sur cette plateforme, j'aidais les gens, j'étais comme un agent de paiement. Donc, moi, je recherchais déjà mon compte Derive et j'aidais les traders qui sont en RDC de pouvoir effectuer leur dépôt et retrait sur la plateforme Derive. Donc, ils m'envoyaient par RTL Money. Moi, il y avait une fonction dans mon back-office qui me permettait de pouvoir transférer les fonds directement dans leur compte, euh, dans leur compte Derive. Donc, j'ai beaucoup plus agi en tout cas, et j'ai beaucoup plus agi en tout cas en tant qu'agent de paiement, en tout cas pour le compte de RDC. Mais j'ai tradé beaucoup plus le trading forex ainsi que les indices de dérive généralement. Hmm. Et là, tu fais ça en tant qu'indépendant ou est-ce que tu es dans une organisation et tu fais ça? J'ai fait cela en tout cas en tant qu'indépendant. D'accord. Pour la gestion de mon business, on a déjà des gens qui gèrent ça. Voilà pourquoi je suis en tout cas celui-là à 100% concentré uniquement sur BioPay depuis quelques années. Du coup, s'il faut quantifier ton expérience avec Forex, tu l'as quantifié à combien d'années? J'ai commencé en tout cas à faire les trading forex depuis 2020. Donc juste une année quand je me suis lancé dans le business en ligne, j'ai basculé rapidement dans les trading forex. Donc en tout cas depuis 2020, je suis en train de trader. Excellent. Alors, donc, on a compris d'où est venue l'idée de BioPay. C'était un Exact. pain point que tu avais par rapport au business que tu faisais à l'époque. Tu avais du mal à être payé et donc tu as décidé de prendre tes armes et d'essayer de résoudre le problème par toi-même. Donc, sur ton profil LinkedIn, tu mentionnes fintech, forex, on a compris, tu mentionnes crypto. Tout ce mélange-là peut être assez complexe. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement les trois concepts, ce qu'ils représentent, peut-être pas de manière générale, mais ce qu'ils représentent pour toi personnellement. Et est-ce que tu peux nous dire aussi, dans ton parcours personnel, qu'est-ce qui t'a donné, par exemple, la conviction de penser que ces trois-là forment peut-être un pilier puissant pour changer la finance en Afrique? Oui, pour la fintech, vous savez, moi je suis dans le domaine de la fintech avec BioPay, mais pour le forex qui est mentionné en tout cas sur mon LinkedIn, c'est pas vraiment du trading forex. Donc, le forex c'est juste un moyen d'échange de devises. Vous voyez? Donc c'est un tout petit peu, moi je mentionne comme ça sur mon LinkedIn, c'est-à-dire que je suis dans le cross-board, donc je peux facilement avec BioPay, on peut faire des opérations de transfert des fonds à l'international, donc d'une devise vers une autre. C'est pour ça que je mentionnais Forex. Donc, facilement le transfert cross-border.
Pour la crypto, parce que généralement, pour la plupart de nos transactions, en tout cas, on passe par de stablecoins. Donc, on a des systèmes qu'on a déjà implémentés. Voilà, on passe par les USDT, en tout cas, ainsi que les stablecoins en général, pour transférer les fonds, en tout cas, on a déjà établi un processus, un workflow vraiment rapide. Parce qu'avec les systèmes bancaires, si on transfère d'une banque à une autre banque, c'est un tout petit peu un peu compliqué. Mais dans le fond, dans le back-end, on utilise des stablecoins pour convertir une devise tout simplement donc, dans le fond, le workflow que nous utilisons, c'est du B2B, B2C. Donc, un client nous paye. Par exemple, disons, un client, il veut envoyer de l'argent au Sénégal, disons. Euh, il est en RDC, il a le dollar. Il, il peut mieux payer convertir ses dollars en stablecoins et après il convertit encore ses stablecoins en ZOF dans le moment du Sénégal. Tout ça rapidement. C'est ça qui nous permet de pouvoir faire le transfert directement sans passer par les systèmes un peu lents, par les systèmes bancaires un peu lents, dans certains cas, mais dans d'autres cas, on est en tout cas obligé de recourir à des systèmes un tout petit peu bancaires traditionnels, dépendamment du type de la transaction que nous aimerions faire. Donc, c'est pour ça que la crypto, en tout cas, intervient chez nous, en tout cas, d'un BOPC dans ces cas-là. Du coup, dans combien de pays ce service est disponible? Le service de cross-border transfer, cross-boarding transfers. Actuellement, nous pouvons envoyer dans plus de 120 pays à travers le monde, parce qu'on est bâti, on a des partenaires avec qui on travaille, et on est beaucoup plus focalisé, en tout cas, d'abord sur le paiement des fournisseurs. Vous voyez, premièrement, disons, il y a un marchand en RDC qui achète souvent en Chine ou à Dubaï. On peut lui aider à faire un settlement chez son fournisseur à Dubaï. Le même jour, il reçoit. Donc, on gère en tout cas toutes nos transactions, on les fait en moins de 4 heures de temps et avec des frais qui sont un tout petit peu trop bas. Donc, c'est un peu comme ça que... Et donc, le mécanisme, il est fluide grâce aux stablecoins comme le USDC ou USDT. Il y a souvent un problème, n'est-ce pas, quand vous voulez faire des transferts transfrontaliers en utilisant le USDC ou bien une stablecoin. N'est-ce pas qu'il faut faut travailler avec des partenaires ou vous-même, il faut garantir une certaine liquidité, des liquidités disponibles pour pouvoir offrir à des commissions basses ces transferts-là. Oui, nous, généralement, le souci de liquidité, pour le souci de liquidité, en tout cas, on n'en a pas vraiment trop. Parce qu'on travaille déjà on travaille avec certains partenaires qui nous permettent en tout cas de ne pas vraiment manquer de liquidité en USDC, parce qu'on les a déjà on les a en tout cas en permanence. Et puisque, comme je l'ai dit, dans certains rails, donc dans certains, on utilise des stablecoins dans certains corridors. Donc, c'est toutes nos opérations qu'on passe toujours par les stablecoins, mais il y a comme je l'ai bien dit, il y a certains cas où on est obligé de passer par certaines méthodes traditionnelles de settlement directement dans différents pays. Parce qu'on est connecté avec le mobile money qui nous permettent facilement de, par exemple, il peut payer en RDC et envoie directement un payout, par exemple, en Côte d'Ivoire, chez un client ou bien chez un client, etc. En, que le mobile money, sans pour autant être obligé de passer par des stablecoins. Donc, en tout cas, ça, on gère très bien en interne pour nous rassurer que de ne pas vraiment manquer de flux, de trésorerie qui nous permettent en tout cas de gérer les transactions le plus rapidement possible. Donc, en tout cas, pour des questions de liquidité, on n'en manque vraiment pas en fait de faire ce type d'échange, bien qu'on n'utilise pas les stablecoins à chaque opération. Excellent. Euh, Actuellement, vous comptez combien de partenariats et comment as-tu navigué cet espace-là? Parce que la finance, c'est souvent un milieu assez compliqué et en moins de 2 ans, 3 ans, tu as tous ces partenariats-là. Quel a été le secret pour réussir des partenariats, pour approcher des partenaires et réussir à les faire embarquer
dans l'aventure BioPay? Voilà, vous savez, généralement, il faut la gestion de son image sur les réseaux, c'est très important. Que ce soit son image pour l'entreprise ou son image pour soi-même, ça, ce qu'on fait dans tous les domaines, surtout dans le domaine de la fintech, il faut être beaucoup plus actif sur LinkedIn, etc. C'est là où j'ai trouvé en tout cas la plupart de nos partenaires. On peut voir des entreprises dans différents domaines. Ce qui, en tout cas, à 80% de notre infrastructure, c'est en tout cas c'est basé uniquement sur ce partenariat. De partenaires aux États-Unis, au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud. Donc, on peut avoir une affaire de 7 à 8 partenaires pour nous fournir de services. Vous voyez? Et dans le domaine surtout de la fintech, le secret en tout cas, c'est la collaboration. On ne peut pas bâtir seul, on ne peut pas être présent dans tous les pays. Et, mais grâce à un partenaire, par exemple, disons un exemple, si on veut par exemple aller dans un marché comme par exemple l'Amérique du Sud, ok, on se dira, ok, il nous faut trouver un partenaire qui, par exemple, qui est déjà sur ces marchés. En un premier temps, ça peut nous permettre de pouvoir nous y lancer sans pour autant passer par de domaines un peu complexes, de, 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 de procédures un peu complexes, en attendant que nous puissions maintenant se lancer de façon réglementaire avec ce pays. On peut passer d'abord par un partenaire pour, pour une collaboration, quoi. Excellent. Et en dehors de la technologie, quelle est la valeur ou le principe fondamental qui te guide chaque matin pour construire BioPay? Est-ce l'inclusion? Est-ce la souveraineté? Est-ce la vitesse? Quel est ton véritable moteur en tant qu'entrepreneur avec BioPay? Voilà, vous savez, nous, en Afrique francophone, on est souvent un peu limité à des solutions de paiement. Et chaque jour, les gens ont des soucis de paiement. Quelqu'un qui veut recevoir de l'argent, quelqu'un qui veut envoyer de l'argent, qui veut effectuer un paiement. Le, les gens sont courageux et se lancent chaque matin en fait créer des contenus sur les réseaux sociaux. Ils sont monétisés, mais ils sont obligés, par exemple, de pouvoir créer des sociétés offshore, de pouvoir. Non, il y a vraiment une grande problématique. Et en tout cas, mon souci, c'est de pouvoir en tout cas donner aussi à l'Afrique francophone une solution un peu qui les permettra en fait, de faire les activités de façon un peu. En tout cas, c'est ça qui me drive chaque matin. Je dois en tout cas apporter la solution parce que c'est un problème réel qui est là. Et peut-être seul, je ne le. Peut-être peut-être seul, je n'arrive pas à toucher tout le marché, mais vraiment, c'est un problème qui est là et une solution doit être créée en fait que cela soit possible. Excellent. Maintenant, repartons au nom BioPay. Quelle est l'histoire de ce nom? Quelle est l'histoire que ce nom raconte en fait? BioPay, Mbio, c'est un mot en Swahili qui veut dire rapide, donc fast, rapide, et paiement. Donc, en tout cas, c'est une façon de pouvoir, c'était une solution, comme je l'ai expliqué au début, de pouvoir permettre aux Africains de pouvoir effectuer et envoyer de l'argent rapidement. Parce que Mbio, c'est rapide, c'est un mot en Swahili. Mhm, mhm. Excellent. Et donc, BioPay couvre 10 pays francophones, si je me trompe pas bien, si je Exactement. me trompe pas. Pour le moment, Donc, exactement, ça c'est ouais. une collection. Et l'Afrique francophone est souvent reconnue pour être complexe en termes de réglementation, régulation. Comment vous faites pour naviguer? Comment vous avez fait pour naviguer ce secteur-là? Parce que moi, personnellement, je me suis renseigné, par exemple, sur les transferts transfrontaliers avec le USDC. Ça se fait beaucoup au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais en Afrique centrale, les régulations sont contre les cryptos. Après, j'ai lu une anecdote où on expliquait que c'est après le coup de la Centrafrique de vouloir nationaliser une monnaie, une crypto-monnaie qu'ils ont voulu appeler Sango Coin. Et le truc, c'est que eux, ils ont utilisé un narratif qui était de positionner cette monnaie-là comme un remplacement du franc CFA. C'est-à-dire que le Sango Pay était promu un peu comme le remplaçant du CFA dans un paradigme panafricain où on veut quelque chose d'africain et tout, et on veut plus le CFA et tout ça là. Et ça, la Banque centrale africaine, les réglementations au niveau de l'Afrique centrale ont mal pris cela, puisque eux, ils sont les gardiens du CFA. Et donc, comme réaction à cela, ils ont mis des lois et des décrets, je sais pas comment on appelle ça, en tout cas des lois, qui ont interdit carrément la crypto.
Et là, actuellement, il y a des ouvertures possibles, mais il y a pas, ils disent pas comment faire. Ils disent juste qu'ils vont peut-être être ouverts. Quelqu'un qui est dans la CEMAC, par exemple, après, je sais pas si la RDC, je pense, ne fait pas partie de la CEMAC. Pas vraiment. Je veux comprendre du coup comment ça se passe de ton côté avec les réglementations. Ok, vous savez, la réglementation, en tout cas, c'est une chose qui nous intéresse beaucoup plus chez au pays. Et en tout cas, le respect de loi de la réglementation en vigueur dans le pays. C'est une chose qui drive beaucoup plus Bio, parce que c'est une chose sur laquelle nous ne pouvons pas passer dessus. Parce que c'est très important dans les domaines de la fintech, dans les domaines des paiements. La réglementation est vraiment très, très importante. C'est vrai que pour la crypto, pour la crypto qu'on utilise comme méthode comme méthode comme méthode de transfert, c'est uniquement pour le settlement. Donc, c'est uniquement pour le settlement. Ça nous aide tout simplement à pouvoir manager en tout cas le transfert de façon un peu fluide. Mais dans le fond, le client en question, il ne touche pas aux crypto, il ne touche pas au stablecoin. Ça, c'est une chose qui se passe tout de même en back-end directement. La personne paye par son mobile money. Son client reçoit soit par banque, soit par mobile money dans son pays. Dans les fonds, BioP qui gère. Donc, pour ce domaine-là, je pense que c'est vraiment important. Et on, pour le cas de la RDC et la crypto, c'est une chose qui est beaucoup plus en suspense. Il n'y a pas vraiment de, on ne sait pas si on accepte ou si on refuse ça. J'avais un peu à suivre une émission avec le président, on lui a posé une question un peu dans ces sens là-bas. Il a dit, OK, à mon pays, on utilise encore la crypto. Quand on l'utilisera, quand on sera un peu beaucoup plus en vigueur, on verra comment en parler. Mais je pense que c'est une chose qui doit être réglementée. Le régulateur, en tout cas, de la RDC doit, en tout cas, doit en tout cas prendre aussi ces marchés-là en compte. Beaucoup de gens l'utilisent. Le marché est en train de s'expandre. Je pense que c'est créer des réglementations un peu par rapport à cela. Et c'est en tout cas une très bonne chose qui met en tout cas les choses, de pouvoir mieux se passer. Vous savez, quand vous êtes dans un marché où on ne sait pas si une chose peut accepter ou est refusée, ça peut présenter un tout petit peu une hésitation dans ce sens, mais le plus important, c'est de pouvoir un peu c'est de pouvoir que le régulateur. La crypto, c'est bon, mais comme toute chose, ça doit toujours être régulé, ça doit être contrôlé. En fait, ça n'est plus en train de se passer. Très bien. Et Mbio paye au Congo-Brazzaville, le Congo voisin. Est-ce que ça peut s'utiliser? Actuellement, grâce à un partenaire, nous pouvons onboarder en fait tout le monde de n'importe quel pays en Afrique. Parce que la MbioPay s'est créé, en tout cas, c'est créé pour l'Afrique. On peut onboarder n'importe qui, parce que tu sois en Afrique anglophone, en Afrique francophone, si tu fournis les bons documents en vérification, que ce soit en QIB ou en QIC, tu peux facilement avoir accès à un BioPay, peut-être en excluant seulement certains pays à haut risque qui sont un peu dans deux pays un peu sanctionnés. Il y a une grande liste, mais bon, si la réglementation de ton pays en tout cas te permet d'avoir accès à un compte, nous, en tout cas, à pouvoir te le fournir. Si les sanctions internationales ne sont pas appliquées à ton pays et que ça te permet de pouvoir y accéder, parce qu'il y a certains pays qu'on ne peut pas, par exemple, onboarder comme l'Ukraine ou d'autres pays qui sont un peu dans la liste noire. C'est un tout petit peu comme ça que nous, je mets en tout cas la vérification et tout le reste, la réglementation et tout, c'est une chose que nous prenons vraiment beaucoup plus en main et que nous mettons vraiment dans le premier nécessité. D'accord. Dans quel pays de la CEMAC vous êtes Mbio est utilisé vraiment naturellement sans problème? En tout cas, on est en Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Mali, la plupart des pays en Afrique francophone, on est dedans et on a Cameroun, signé. Gabon? Oui, Cameroun, Gabon, nous sommes également au Cameroun. Gabon, nous pouvons onboarder des clients là-bas, permettre la collection des paiements ainsi que le payout avec tout le mobile money de ces pays. D'accord. Et en termes de réglementation, le Cameroun étant dans la CEMAC, est-ce qu'il y a eu des problèmes que vous avez surmontés? Vous avez dû surmonter?
pour que ça soit utilisé sans problème au Cameroun, par exemple? Comme je répondis à cette question, des problèmes, souvent, il y en a. Et vous savez, quand vous abordez des clients, vous devez vous rassurer des activités que ces clients sont en train de faire et tout le reste, pour se rassurer que vous êtes en tout cas en règle avec tous avec tous ces réglementations. On a une équipe qui fait un peu les audits et la vérification en fait des différentes activités et vérifier les transactions. En fait, c'est rassurer que le client est en train de faire des transactions un peu légales, etc. Parce que là, oui, oui, certainement, leur fraude et tout, on peut pas l'éliminer à 100%, mais on fait quand même tout ce qu'on doit faire, en fait, de pouvoir protéger les clients, protéger les consommateurs et protéger aussi nos différents partenaires. Excellent. Donc, vous avez pu intégrer neuf opérateurs de mobile money. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est un exploit quand même d'avoir ces partenariats-là. Mais quelle a été la clé pour convaincre ces géants-là de faire confiance à Myopé, selon toi? Bon, vous savez, la procédure qu'on doit juste suivre, elle est un tout petit peu générale. Et vous savez, en Afrique, franchement, comme dans la zone, c'est même comme dans bien d'autres pays, le plus important, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire dans le sens où s'il répond à toutes les conditions qu'on demande, il peut en tout cas tout de même accéder à cela. Donc, dans certains pays, on est directement connecté avec les opérateurs et dans d'autres pays, on est obligé de passer par des partenaires qui nous donnent accès tout de même à ces marchés-là. Mhm. Très bien. Bon, vous nous avez déjà parlé de votre première ligne de produits, c'était les cartes virtuelles. Maintenant, moi, j'aimerais peut-être une anecdote. Le tout premier client là, quel était son problème? Bon, c'est une question peut-être un peu répétitive. Et comment la toute première version que vous aviez a résolu son problème? Et qu'as-tu appris de cette première transaction? De manière générale, tu as déjà répondu, mais moi, j'aimerais que tu me choisisses un cas que tu te souviens. Voilà, et tu essaies de nous expliquer un peu comment ça s'est passé. Du moment où il souscrit, est-ce qu'il y a eu des interactions entre vous? Et qu'est-ce que tu as appris de cette interaction, de ce premier client-là, le client qui t'a marqué, où tu sais que, voilà. Ok, le premier client, c'était un ami. Comme je l'ai bien précisé, moi je suis coach trader, donc je sais vraiment en contact avec d'autres coach traders qui avaient les mêmes soucis que moi. Et comme on a eu les premiers MVP avec des liens de paiement ainsi que des cartes virtuelles, ok, la personne était coach. Il devait vendre ses formations. Donc, et là, utilisant en tout cas ces liens pour se faire payer. Généralement, des opérations qui lui prenaient beaucoup plus de temps à faire. Ils arrivaient à collecter les paiements dans plusieurs pays africains, en tout cas sans friction. Et moi, souvent, quand je vois ce type d'opération avec BioPay, ça résout vraiment un problème qui est réel. Pour moi, ça me pousse encore à développer encore plus. Parce que ça aussi tout le monde en tout cas connaît en tout cas de résoudre un vrai souci. Et en tout cas, ça le souci en tout cas de notre premier client. Avant, il était obligé de passer par des plateformes un peu complexes, des méthodes un peu compliquées qui lui prenaient en tout cas toutes ses marges. Mais avec MbioPay, il utilise, il reçoit facilement cette commission. En tout cas, cette façon d'unifier, parce que nous, toi, l'objectif, c'est de pouvoir créer une seule plateforme qui va unifier toutes les méthodes de paiement en une seule intégration. On est en train de signer on est en train de signer d'autres marchés dans l'Afrique anglophone pour le Kenya, le Rwanda, la Zambie, les autres pays, en tout cas l'Afrique du Sud, le Nigeria, en fait de pouvoir expandre en tout cas nos marchés, de permettre en tout cas à nos utilisateurs de pouvoir sur les pays africains qui ne soient pas seulement limités dans l'Afrique francophone. Et pour l'Afrique francophone, c'est bon, ça on a déjà résolu. Mais les gens, parfois des clients dans d'autres pays, il faut qu'ils puissent aussi collecter les paiements dans ces pays là-bas. Très bien. Donc, moi, je comprends que le premier client, son problème, c'était les marges. Donc, avec les méthodes complexes qu'il utilisait avant, il perdait beaucoup de marge. Et quand tu perds beaucoup de marge, ton business tombe malade. Et donc, la solution qu'il a trouvée, c'est MBOP qui a réussi à sécuriser ses marges. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu as appris de ce client-là en tant que toi, en tant que CEO de MBOP? Est-ce qu'il y a une leçon que tu as apprise
et que tu es en train d'appliquer au fur et à mesure que ton business évolue? Y a-t-il eu un apprentissage venu de la satisfaction du fait d'avoir aidé ce client à résoudre son problème? Y a-t-il quelque chose que tu as appris de capital qui donne une direction aussi à tout ce que tu es en train de faire? Oui, tu vois, quand tu lances un produit comme ça, peu importe le produit, il y a toujours plusieurs surprises. On peut pas en tout cas anticiper tous les coups. Et quand les gens sont en train d'utiliser, c'est là que tu vois des soucis, des problèmes, tu sais de les résoudre. Et c'est comme ça en tout cas qu'on est en train d'évoluer. Mais en tout cas, dans ce domaine, j'ai appris que, en tout cas, avec les premiers clients, j'ai appris que le plus important, c'est souvent les délais. Vous voyez, souvent les délais, parce que les gens ne doivent pas, par exemple, collecter leurs paiements et patienter 3 jours pour qu'ils reçoivent leur paiement. Vous voyez, donc on a en fait, pour du vrai, on a en tout cas un petit souci avec les premières transactions et par rapport aux données surtout. Et ça nous a quand même permis de pouvoir, euh, de pouvoir améliorer et de faire des settlements beaucoup plus rapidement. Parce que quand un client a collecté ses paiements, tout ce qu'il veut, il veut en tout cas avoir accès maintenant à ses fonds le plus rapidement possible. Donc, c'était ça en tout cas la leçon que nous avons appris avec les premières transactions, surtout avec nos différents premiers clients. D'accord. Est-ce que Myopé peut être intégré à des sites web pour collecter des paiements? Exactement. Nous avons une API robuste qui permet de collecter les paiements dans différents pays africains. Et on peut faire des settlements en stablecoin ou en mobile money directement pour les clients. Que tu sois un e-commerçant ou peu importe ce que tu fais, tu as un site web, tu as une plateforme SaaS, peu importe ce que tu as, tu peux facilement collecter les paiements de tes clients en utilisant notre API. C'est une API mais qui connecte plusieurs mobile money directement. Donc oui, on peut facilement le faire. Ok. Et quels sont, selon toi, tes plus grands concurrents en Afrique? Est-ce que PowerPay en fait partie? Quels sont les concurrents que toi tu penses que tu peux mettre, que tu peux aligner par rapport à MioPay? Voilà, vous savez, PowerPay, c'est vraiment l'un de nos concurrents. Mais PowerPay, lui, il est axé uniquement sur la partie collection ainsi que le payout. Nous, nous sommes une fintech en soupape. Vous voyez, on peut collecter facilement plusieurs intégrations comme des liens de paiement, des cartes virtuelles, de paiement par QR codes, on peut fournir des comptes bancaires, etc., etc. Donc, vous voyez facilement que des concurrents, oui, certainement, il y en a, mais bon, on essaie tout de même de pouvoir voir comment maximiser tout cela. Quel est, selon toi, le client idéal pour MioPay? Est-ce la petite entreprise qui vend sur Instagram? Est-ce la multinationale qui doit payer ses fournisseurs? Ou quelqu'un entre les deux? Voilà, chez MioPay, nous on abordons en tout cas généralement notre client idéal qu'on a pu identifier en tout cas au tout début, c'était des entrepreneurs digitaux. Ceux qui collectent en tout cas les paiements en ligne de leurs clients, etc. Que ce soit un freelance, que ce soit un développeur qui a eu un client en Europe ou dans un autre pays et qui a du mal à se faire payer. Puisque, comment se fait-il par exemple euh, euh, on aimerait doit créer une solution qui permettra par exemple à un vendeur du quartier aussi de pouvoir, qui fait ses petits achats en Chine ou à Dubaï, comment aider ses clients à envoyer de l'argent facilement à son fournisseur, sans passer par des méthodes un peu longues et coûteuses. Donc, mais également un coach trader ou un coach qui fait du business en ligne, qui a des clients un peu partout en Afrique et qui met quand même collecter les paiements dans plusieurs pays. Donc, ce sont un tout petit peu nos différents profils que nous visons, bien que nous pouvons également fournir des solutions aussi aux marchands physiques. Parce on a une solution de POS. La personne peut facilement collecter ses paiements, il peut collecter le paiement de ses clients en physique. Ils génèrent un QR code, les clients scannent, ils lui payent. On vise en tout cas les clients qui sont digitaux, mais également les clients physiques, les marchands physiques qui ont des boutiques, restaurants, hôtels. Donc même les clients physiques, les restaurants et tout, comment vous faites? Vous utilisez des POS
pour, ou bien c'est juste les mobile money, disons les téléphones qui sont ici utilisés comme POS. Voilà, on a actuellement que des mobile POS, donc la personne peut générer une session sur l'application BioPay et les clients scannent directement, le client peut facilement se faire payer. Peut-être je peux partager un tout petit peu l'écran, en fait de montrer la fonctionnalité directement. Bien sûr. Ok, oui, clean. Ouais, directement, comme par exemple, voilà, ça c'est votre back-office. Par exemple, vous pouvez venir ici dans POS, Point of Sale, et vous voyez, vous pouvez générer une session directement. Par exemple, le client peut être payé dans toutes ces devises ici. Disons, avec le CDF, disons, le client veut acheter un produit de 20 000 francs. Je vais seulement cliquer là-bas 20 000 francs et je vais générer une session. Là, le client pourra tout simplement scanner et dès que le paiement sera effectué, il peut payer par Mobile Money ou il peut payer par Airtel Orange ou M-Pesa et tu encaisses tes paiements directement sans pour autant voir. Parce que vous savez, il y a certains clients qui viennent et qui disent qu'ils n'ont pas de cash, ils ont des virtuels. Au lieu d'avoir un numéro RTL, un numéro Orange, un numéro un peu séparé, Bio peut te permettre de centraliser tout cela sur un seul QR code. Les clients scannent, payent automatiquement, il met son numéro, on envoie un pop, il met son code, il te paye le montant directement, sans pour autant avoir envie. Et l'avantage aussi avec ce système est que le client ne peut pas annuler la transaction. Quand tu payes un marchand, on ne peut pas annuler. Comme par exemple, si il t'envoie à ton numéro et qu'il appelle encore le service client de RTL, il peut annuler la transaction. Mais quand tu payes par marchand, c'est un tout petit peu complexe la procédure pour annuler la transaction. Voilà pourquoi c'est une solution, en tout cas, que je pense. Même pour le marchand physique, c'est une solution qui, euh, qui, qui répond en tout cas à un souci en tout cas, des cash, des liquidités, etc., cash et les virtuels. Mais on est en train de développer, on est en train de travailler maintenant pour les POS directement. On est en train de travailler avec des partenaires. Bientôt, là, on va fournir des POS physiques sans pourtant avoir besoin de les utiliser sur la session directement. C'est un POS automatiquement. Et j'ai pas bien compris pourquoi on peut pas annuler la transaction. Voilà, vous savez, généralement, les soucis que beaucoup de marchands ont avec la méthode que certains utilisent actuellement, quand on veut leur payer, ils fournissent un numéro de téléphone normal. Ok. C'est comme un transfert entre utilisateurs RTL ou M-Pesa. Et avec ce type d'opération là-bas, on peut annuler facilement. Par exemple, le client peut appeler les services clients de RTL et on va bloquer tes fonds. Mais par rapport à un paiement marchand, un compte marchand, pas un compte normal, un compte utilisateur normal, un compte marchand. Pour annuler, ça peut annuler, oui, mais la procédure est un peu complexe. Tu vois, par exemple, quand tu vends, tu ne peux pas être obligé à chaque fois on bloque tes faux, à chaque fois tu appelles les services, ça peut être un peu compliqué, mais quand tu intègres directement un marchand, paiement par marchand, ça te sécurise aussi d'une certaine façon si tu as ton restaurant ou ta boutique, etc. Oui, ça peut annuler, mais les procédures sont un peu plus complexes par rapport à une méthode un peu utilisateur contre un autre utilisateur. Très bien. Maintenant, bon, on a déjà parlé de crypto. Projetons-nous un peu disons, dans 3 ans. À quoi, selon toi, pourrait ressembler l'écosystème des paiements en Afrique? Verra-t-on une interopérabilité totale entre les zones UEMOA, CEMAC et le reste du continent? On veut rentrer dans la peau de Joël Mirimo en tant que visionnaire, en tant que acteur actif dans la fintech pour se projeter un peu. Comment toi, tu vois les choses d'ici 3 ans? Qu'est-ce qui va se passer d'assez intéressant dans le domaine de la finance ou de la fintech? Voilà. Il serait peut-être mieux de préciser pour le différentes. Est-ce que tu parles de l'Afrique en général ou de l'Afrique francophone ou anglophone? Parce que c'est deux marchés différents. Hein. Donnez-nous, ouais, donnez-nous peut-être même 3 marchés différents, on va dire, parce qu'il y a l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, c'est pas les mêmes dynamiques déjà. Déjà, l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique francophone là-bas. L'Afrique centrale, il y a l'Afrique francophone aussi là-bas. Mais l'Afrique francophone de l'Afrique centrale et l'Afrique francophone de l'Afrique de l'Ouest, c'est des dynamiques assez différentes déjà un peu quelque part. Donc, on va dire Afrique de l'Ouest francophone, Afrique centrale francophone et Afrique anglophone. Comment vous Ok. voyez les choses Donc, dans ces contrées là-bas, nous, on est beaucoup plus focalisé, en tout cas, dans l'Afrique francophone, parce que je voyais comme s'il y avait un petit gap, il y avait en tout cas un retard par rapport au fintech de l'Afrique anglophone ainsi que de l'Afrique francophone. Parce qu'au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, le fintech évolue beaucoup plus mieux
On a déjà des licornes, des boîtes qui ont levé des millions. Mais en Afrique, en Afrique francophone, il y en a qui est très peu. Mais en tout cas, selon ce que moi je vois, le domaine de la finance, surtout en Afrique francophone, je vois qu'on sera beaucoup plus interopérable. Donc, l'interopérabilité, elle est en train de se créer. Elle est en train de se créer, mais ça ne peut pas se faire seul. Donc, nous, en tant qu'acteurs de la fintech, on ne peut pas travailler seul. On a besoin des banques pour ouvrir accès à leurs API. On a besoin de mobile money pour nous faciliter les choses. On a besoin de la population pour croire à l'inclusion. Donc, en tout cas, selon les statistiques qui se passent dans les 3 prochaines années, dans les 5 prochaines années ou même dans les 10 prochaines années, en tout cas, on est en train de devenir de plus en plus digital. Parce que récemment, j'ai discuté avec un ami qui est au Kenya. Lui, il m'a dit, Joël, ça fait une semaine que j'ai fait utiliser que M-Pesa. Donc, il n'a pas pu recourir au cash, mais contrairement en tout cas à la RDC, en moyenne, 70% de toutes les transactions se passent encore en cash. Donc, Comme au Congo, le Brazza aussi. voilà, l'inclusion, elle se passe lentement. Et c'est vraiment, on ne peut pas copier-coller tout ce qui se passe. Hein. Vous voyez, une entreprise qui a mieux marché au Nigeria ne marchera certainement pas en RDC. La RDC a sa culture, la RDC a ses problématiques, a sa façon de faire les choses. Et il faut surfer sur la tendance un tout petit peu, de façon, de façon à voir ce qui se fait élément sur le terrain. Moi, je pense que ça passe lentement. Selon les statistiques, ça avance. Les gens se sont habitués à utiliser le mobile money. C'est déjà une très bonne chose. Une grande partie de la population, parce que dans les 3 dernières années, beaucoup de gens n'avaient pas des mobile money, mais aujourd'hui, on voit quand même que les gens, quand même, hein, commencent à s'y habituer. Donc, je pense que ça va faire un certain boom pour les mobile money. Okay? Surtout, parce que je sais pas si le mobile money, la banque, c'est pas vraiment une personne sur 10 a un compte bancaire, mais 9 personnes sur 10 ont accès au mobile money. Et c'est pour cela que MBOP, on est beaucoup plus concentré uniquement sur le mobile money plutôt que sur les banques, parce que chaque marché a ses réalités. En Afrique du Sud, les gens utilisent beaucoup plus des cartes bancaires ainsi que des comptes bancaires. Au Nigeria, ils sont beaucoup plus dans les e-wallets. Mais nous, en Afrique, vraiment, Afrique francophone, que ce soit des centrales ou de l'Ouest, on est beaucoup plus dans le mobile money, et ainsi que le cash surtout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, dans 5 ans, on va parler maintenant de ta vision par rapport à la blockchain et aux crypto-monnaies. Est-ce que tu penses qu'elles joueront un rôle dans le quotidien des entreprises africaines au-delà de la spéculation, selon toi, d'ici 5 ans? En tout cas, à la lire où va les choses. Vous savez, la crypto, bon, elle est utilisée de plusieurs façons. La crypto, même son fondateur ne l'a pas créée pour que ce soit un sujet d'investissement. Mais la crypto a été créée pour que ce soit un moyen de transfert d'argent un peu rapide, un peu moins cher, un peu décentralisé, tu vois un peu. Alors, je pense que la crypto, elle est en train de jouer maintenant un grand rôle dans le domaine des paiements, en tout cas en Afrique, que ce soit en Afrique anglophone comme en Afrique francophone. Beaucoup de boîtes déjà utilisent la crypto, en tout cas pour le transfert des fonds. Donc, en tout cas, je pense que la crypto, elle sera beaucoup plus utilisée dans le domaine de transfert pour créer une interopérabilité, permettre de transférer les fonds facilement entre plusieurs pays africains. Je pense que la crypto, c'est la solution la plus rapide, la plus sûre. Et si on peut arriver à chercher un moyen de collaboration, de pouvoir connecter la crypto au mobile money ou aux banques, chercher un peu des synergies entre les deux, ça peut en tout cas être un grand boom dans le domaine des paiements en Afrique. En tout cas, il y a un cas déjà d'utilisation que tu as exposé, les transferts transfrontaliers. La crypto aide beaucoup parce que c'est un gros problème. J'ai lu derrière moi un article qui faisait état de je sais pas combien de milliards qui sont perdus dans les transferts transfrontaliers, parce que pour transférer de l'argent d'une banque africaine à une autre banque africaine, figure-toi que cet argent va d'abord dans des comptes en Occident, pas des correspondances, etc. Ça prend des jours et les commissions, disons les frais sont énormes. La crypto nous permet d'ajouter de la vélocité, de la rapidité et aussi de la sécurité, contrairement à ce que les gens peuvent parfois penser. Exactement. Est-ce que dans 10 ans, des entreprises comme BOP auront rendu les banques traditionnelles obsolètes pour les opérations courantes des PME et peut-être même des particuliers? Cette question, bon,
Tu vois, MioPay, c'est un tout petit peu... MioPay, c'est une fintech et le fintech et les banques ainsi que les autres opérateurs travaillent en collaboration. Les fintech ne peuvent pas exister sans les banques, les fintech ne peuvent pas... La banque a sa place, la fintech a sa place, les mobile money ont leur place. Donc, je pense qu'une certaine collaboration, un tout petit peu, peut être intéressant. Et je fais aussi en tout cas appel aux opérateurs mobiles. S'il vous plaît, soyez amis de FinTech. Facilitez-nous la tâche puisque seul vous ne les saurez pas. Seul vous ne saurez pas couvrir tout le problème. Le FinTech, en tout cas, ils ont aussi leur place puisqu'ils utilisent de la technologie en fait de pouvoir transmettre aux gens de l'accès aux solutions financières. Donc, je pense que la concurrence ne sera pas en tout cas un très bon mot à utiliser, mais la collaboration plutôt, ça sera en tout cas une très bonne chose. Très bien, merci. Mais surtout, surtout quand j'ai dit banque traditionnelle, parce que j'ose imaginer qu'il y a une nouvelle génération de banques qui va arriver, des banques Next Generation Banking. Et c'est ce qu'on va voir. Il y a une fintech, par exemple, qui s'appelle Wave. Je sais pas si c'est Wave qui va devenir, par exemple, une banque. Mais je ne pense pas qu'ils vont faire de la banque traditionnelle. Ça sera un peu un nouveau standard de banque. Est-ce que Mbiopé envisage aussi aller là un jour? Voilà, nous préférons avancer selon les besoins de nos clients. Et si nos clients sur le besoin de nos clients, nos besoins actuels, on se rend compte qu'on a besoin de switcher, en tout cas faire ces méthodes là-bas, on switchera. Le plus important, c'est de se rassurer que nos solutions continuent toujours, en tout cas, d'aider le plus de gens selon leurs besoins. Donc, oui, certainement, mais ça dépendra en tout cas de la demande de nos différents clients. D'accord. D'accord. C'est une excellente réponse. C'est le marché qui décide. Exactement. C'est ça. Du coup, quelle est aujourd'hui la complexité opérationnelle qui te rend le plus fou, en fait, en tant que businessman? Quel est le casse-tête en tant que CEO d'une entreprise comme BioP, le casse-tête opérationnel pour toi, vraiment, qui t'empêche de dormir même, je dirais? Alors, vous savez, actuellement, ce qui nous dérange un peu, c'est souvent dans les domaines de la réglementation, ainsi que pour donc, toute le partie compliance, etc. C'est rassurer en tout cas d'être en règle avec les régulateurs, c'est rassurer d'être OK avec tout ce qui se passe comme mise à jour sur les régulations, etc. Mais en tout cas, bon, ça c'est surtout dans le domaine de la fintech, parce que ça c'est un domaine qui est beaucoup plus négligé. Mais je pense que c'est une chose qui est vraiment très capitale, parce que ça peut faire couler une boîte si la compliance si la partie réglementation n'a pas été bien gérée. Donc en tout cas, tous les jours, j'essaie toujours de me rassurer qu'on est compliant avec nos partenaires, avec nos clients, ainsi que les différents opérateurs et le gouvernement également, en fait, se rassurer que tout est en train de bien se passer. Mais à part la partie réglementaire, vous savez, quand on a une casquette des CEO, parfois on doit un peu, surtout quand la boîte est encore au début, on doit un peu se rassurer que tout se passe bien. Donc, on doit un peu, en quelque sorte, avoir son nez presque dans chaque département. Vous voyez, on doit faire des calls, on doit vérifier que tout se passe bien. Il y a des soucis, que par exemple, un certain service n'arrive pas à régler, tu dois intervenir. Donc, je pense que c'est la partie, en tout cas, la partie business, ça en demande pas seulement d'avoir une idée, mais aussi des compétences un peu dans la gestion du business, parce que c'est une chose que j'apprends beaucoup également avec certains coachs et certaines formations, c'est qui nous permet en tout cas de mieux gérer en fait le partenaire, parce qu'on doit trouver de nouveaux clients, on doit avoir la solution ne suffit pas, il faut savoir maintenant comment la faire connaître au marché. Si j'ai une solution et que je la garde sous mon lit, personne ne saura que ça existe. Donc, en tout cas, à part être dans la partie à part en tout cas être fondateur d'une boîte, c'est mieux d'apprendre, en tout cas, certaines parties. Tu dois apprendre certaines choses presque dans chaque département de ta boîte. Tu apprends beaucoup plus sur les différentes réglementations. Tu dois apprendre le business development. Tu dois apprendre, donc tu dois en fait avoir un certain notion dans tout petit peu chaque département. Surtout quand la boîte est au début. Surtout parce que la fondation, quand vous déléguez certaines choses au début,
ce n'est pas une très bonne chose, à mon avis. Excellente réponse. Donc, je vais résumer un peu ta réponse. Donc, le casse-tête opérationnel numéro un pour toi, c'est compliance, c'est la réglementation, parce que tu as envie d'être compliant, parce que c'est nécessaire dans le domaine de la fintech. Et dans le Exactement. domaine de la fintech compliance, on parle beaucoup de certification, ISO 9001, ISO 27001, PCI DSS. PCI DSS. Exactement. Qu'en est-il par rapport à MBOP, ces certifications-là? Est-ce qu'il y a des certifications que MBOP actuellement possède ou est-ce que c'est en cours? Et tu vas répondre à la question. Je vais résumer le deuxième point que tu as donné. À part la compliance, la partie la plus difficile, tu as dit, il y a aussi le développement de l'entreprise. Avoir le produit ne suffit pas. C'est très important d'avoir le produit, c'est très important d'être compliant, mais c'est encore très important de générer du chiffre, c'est-à-dire de savoir vendre, de faire du business development. Maintenant, je peux te laisser la parole pour la partie certification. Quelles sont les certifications que vous avez? Où est-ce que c'est en cours? Voilà, actuellement, nous, comme je l'ai très bien dit, on est en notre phase de lancement et certaines certifications au début peuvent paraître un tout petit peu compliquées à trouver et des procédures. On a déjà lancé certains produits pour certaines certifications, mais actuellement, on travaille uniquement avec des partenaires qui, eux, sont déjà compliants et on s'est rassuré que de travailler en tout cas sous leur documentation. Et voilà. Et on choisit que de partenaires bien compliants, qui ont leur licence, etc. Puisque avec MioPay, on est déjà en notre processus pour l'obtention de différentes licences, en fait, de se rassurer d'être mieux compliante avec nos partenaires ainsi que nos différents clients. Voilà. Très bien. Et au-delà de la technologie, quel est le plus grand obstacle non technique à la croissance de la finance digitale en Afrique francophone? Est-ce l'éducation financière, la confiance ou autre chose, selon ton expérience? Voilà, je pense que le deux éléments que tu as énumérés, c'est l'un des éléments en tout cas qui est un peu freinant, en tout cas, à part le côté technologie. La confiance surtout, vous savez, dans les domaines des paiements en ligne, avant de faire une opération, tu dois te rassurer, est-ce qu'on va pas m'arnaquer mon argent, est-ce que réellement le fonds arrivera à mon fournisseur? Vous savez, la partie confiance, c'est un tout petit peu aussi un certain obstacle, mais ça s'est construit lentement, ça, au fur et à mesure que les gens, surtout pour des plateformes un tout petit peu en ligne, ça peut être un peu compliqué, vu les expériences que les gens ont eues avec certains plateformes d'investissement ou dans ce sens là-bas où ils étaient par exemple arnaqués et donc un peu dans ce sens je pense que la confiance c'est très important en tout cas dans chaque domaine mais la confiance en tout cas elle s'est créée et elle vient petit à petit au fur et à mesure que l'entreprise est en train d'évoluer mais également donc l'éducation financière aussi c'est une chose en tout cas qui est aussi important. Vous savez, les gens, on ne vient pas un peu imposer certaines choses. Voilà, vous devez tous utiliser du virtuel et arrêter avec les cash. Non. Ça se passe lentement, ça se passe lentement. C'est vraiment l'une des objectifs compétents pour la RDC, où 70% des transactions doivent se passer un peu en cash. C'est lentement. Oui, les gens sont en train de se digitaliser, mais on doit apprendre aux gens, on doit organiser par exemple des événements, des sessions, des séminaires, des choses qui permettront en tout cas à la population de comprendre aussi que oui, tout ce qui se passe en ligne, ce n'est pas que de l'arnaque. Il y a aussi de vraies solutions, il y a aussi de vraies choses qui peuvent se passer en ligne et qui sont carrément de choses qui sont crédibles. Donc un peu dans ces sens. Et est-ce qu'à ton niveau, en tant que coach dans le domaine financier et tout, est-ce que en ligne déjà, est-ce qu'on peut retrouver? Moi, je pense que, je sais pas, est-ce que ça se fait déjà? Est-ce que Biopay ou à travers ton personal branding à toi-même, est-ce que tu essaies de partager, de contribuer à ce volet-là, éducation, pour édifier un peu? Je pense que ça va être à l'avantage de Biopay aussi et de la culture fintech générale de l'Afrique. Où en es-tu avec ça? Est-ce que ça fait partie des éléments qui sont dans ton backlog à implémenter ou bien... Exactement, c'est un produit sur lequel on était en train de travailler pour faciliter en fait, ces différentes, ces différentes opérations. Mais on ne saura pas le faire tout seul et on ne saura pas le précipiter. On continuera lentement. Vous savez, les gens font facilement confiance à leurs proches quand un étranger. Et s'il y a
une personne, par exemple, qui a utilisé notre solution et qui en parle à son frère, et que son frère aussi en parle à son frère, et que son frère aussi en parle, tu vois, ça peut créer un effet boule de neige, et c'est comme ça que, et c'est une chose qui ne peut pas se faire brusquement, c'est une chose qui doit se faire un tout petit peu lentement, mais par rapport à l'éducation de la population par rapport à ces choses, tous ne seront peut-être pas digital, mais quand même, Mhm. selon le besoin et la solution, selon le besoin du client, en tout cas, euh, du bouche à oreille, c'est en tout cas la meilleure façon de pouvoir le faire. Excellent. Quelle est la demande la plus fréquente que tes clients te font et à laquelle, pour le moment, tu ne peux pas répondre? Pour l'instant, par exemple, le client, parce que, comme je vous ai dit, on a aussi la partie, généralement pour la partie business, parce on est entré, on a une partie de MBOP pour la partie individu, mais également pour la partie business, parce que on est en train de développer des API pour le paiement, donc pour collecter les paiements, mais on est aussi en train de développer des API pour les cartes virtuelles. Donc, on aimerait aussi permettre aux autres fintech de pouvoir émerger. Vous savez, généralement, les soucis de beaucoup de fintech qui ne se lancent pas, en tout cas, surtout en Afrique francophone, c'est qu'il manque des infrastructures ainsi que des solutions. Mais nous, on a développé en tout cas un API, mais aussi de créer des cartes virtuelles facilement avec MVPay. Donc, ça, ce sont des demandes un tout petit peu pour la partie business. Ça un peu qu'on ait un tout petit peu, un peu du mal à pouvoir pouvoir un peu implémenter, mais on est en tout cas sur les coups et on essaie de pouvoir apporter la meilleure solution qui doit être faite. Et pour le souci réel qu'on ne peut pas répondre actuellement, vous savez, le client parfois, par exemple, pour la partie, comme je l'ai encore précisé, pour la partie compliance, c'est une chose qui est importante pour nous. Il y a certains clients qui, par exemple, n'ont pas de documents, ils n'ont pas d'éléments nécessaires. Pour ces tout les clients, en tout cas, on ne les onboard pas. On préfère les renvoyer, aller d'abord chercher les documents nécessaires, en fait, pouvoir les onboarder et qu'ils puissent actuellement répondre à leurs préoccupations. Joël, tu es assis sur une mine d'or. On va dire ça comme ça. La donnée transactionnelle, tu vois en temps réel la santé financière des milliers d'entreprises qui utilisent, je ne sais pas s'il y a des milliers déjà, qui utilisent ta plateforme BOP. Au-delà du paiement, quelle est la valeur la plus sous-estimée de cette donnée selon toi? Bon, vous savez, il y a certaines opérations, par exemple, pour par exemple, pour les différents clients. Et c'est une chose qui est gérée, par exemple, directement par nos différentes... donc, par exemple, pour pour la donnée, en tout cas, la plus sous-estimée, je pense que nous, en tant que on a fait certaines politiques de confidentialité où on doit en fait garder certains... parce que ça c'est très important. Imaginez un partenaire qui se rend compte que c'est par exemple que ces données ont fuité. Voilà pourquoi en tout cas on a beaucoup plus investi sur la plateforme que sur le marketing en soi. En tout cas pour l'instant. Et pour se rassurer en tout cas que les données de l'utilisateur et tout ce qui se passe reste confidentiel, reste crypté et que quand même la côté sécurité des opérations en tout cas se fasse dans une certaine confidentialité pour nous ainsi que pour nos différents partenaires avec nos travaux ainsi que pour les clients. D'accord, j'ai très bien compris. Maintenant, je vais reposer ma question autrement. Ces données-là, on est d'accord qu'elles doivent être sécurisées parce que c'est de l'or, qu'on le Exactement. veuille ou non. Mais je sais qu'il y a des business models qui sont déclenchés à partir de données. Le fait que tu as ces données-là, quels sont les business models? Quels sont les différents produits que toi, tu vois qu'on peut développer parce qu'on a ces données-là? Les produits qui sont possibles parce que tu as accès à ces données-là. Parce que sans ces données-là, tu peux pas créer ces produits-là. Voilà, nous actuellement je suis mis au pays. On ne se focalise pas vraiment en tout cas sur l'exploitation de ces différentes données et on peut pas se focaliser uniquement sur les solutions que nous sommes en train d'offrir. Bien que ce soit peut-être des données un tout petit peu comme cela, mais on fait tout en tout cas pour tout garder de façon confidentielle. Parce que là, ça n'oblige, ça ne concerne en tout cas que le notre client et ses différents clients avec lesquels ils travaillent, on fait que ça reste crypté, confidentiel en tout cas entre eux.
Donc, sans toute suffisance. On n'exploite pas, en tout cas, les données des Nosdi. D'accord. D'accord. Mais tu sais qu'en Afrique, il y a un problème où les banques classiques ont souvent du mal à octroyer des prêts. Et la raison qu'ils trouvent, c'est que, ouais, mais il n'y a pas des données qui montrent que ils sont fiables, etc., etc., etc. Et souvent, on va se concentrer sur des process du Moyen Âge et souvent, ça va prendre du temps pour octroyer les crédits parce qu'il faut faire toutes sortes de vérifications. Moi, je me disais que avec les données transactionnelles que vous avez, vous autres, myopés ou d'autres, peut-être qu'il y a la possibilité de créer des solutions pour aider les entreprises qui font du banking, d'avoir des credit score, on appelle ça, je pense, credit score, pour qui rapidement qu'ils évaluent la solvabilité de quelqu'un par rapport à un prêt. C'est peut-être une valeur ajoutée, mais j'ai compris aussi votre approche pour le moment, c'est de tout simplement de garder en sécurité les données de vos clients parce que on est dans un business de confiance. Très bien. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui t'a suivi, qui vient te suivre et qui veut se lancer aussi dans la fintech? Voilà, les conseils que je peux donner, en tout cas, celui qui veut, en tout cas, se lancer, en tout cas, dans la fintech, c'est comme je l'ai bien dit au début, s'il n'a pas de compétences techniques, qu'il cherche d'abord un cofondateur technique. S'il est déjà, qu'il maîtrise en tout cas mieux surtout la réglementation. Et au début, dans le domaine de la fintech, ça demande des licences d'exploitation pour pouvoir commencer à œuvrer, etc. Par exemple, pour que tu puisses avoir accès au mobile money, par exemple, de différents opérateurs, tu dois avoir une licence que la Banque centrale t'a donnée. Et au tout début, si vous n'avez pas cette possibilité là-bas et que vous voulez lancer votre fintech, travaillez déjà avec des fintechs qui ont déjà eux de licence en attendant que vous validez votre idée, que vous ayez quand même un produit minimum viable, en fait que vous puissiez mieux avancer. Mais également, un autre conseil que je peux donner, c'est de ne pas essayer de copier-coller avec les mots de solution. Je l'ai bien précisé durant le, durant la réunion, c'est que ce qui a marché en Afrique du Sud ne peut certainement pas marcher de la même manière dans ton pays. Parce que ton pays a ses propres devises, sa façon de faire les choses. On ne peut pas copier aveuglément. Comme par exemple, on peut créer une solution beaucoup plus digitale pour le Kenya, mais pour la RDC, le POS peut beaucoup, parce que ça peut faciliter la collection des cash. Parce que quand même 70% des gens utilisent les cash, mais au Kenya, 95% ont déjà accès à M-Pesa. Ils font des opérations facilement. Donc, ne cherchez pas en tout cas à copier aveuglément. Étudie bien le problème de ta communauté, de ton pays, et apporte une solution fintech selon le problème qui sont dans ton pays. Très bien. Joël, comment la personne qui nous suit aujourd'hui peut-elle suivre ton travail, celui de Myopé, ou peut-être même comment il va tout de suite utiliser Myopé? Si tu peux donner un ABC rapide pour quelqu'un qui vient te suivre et qui veut aller utiliser Myopé, il fait comment? Voilà, si vous voulez en tout cas avoir accès au service de MyoPay, il faut aller sur myopay.com, vous créez un compte, vous passez votre KYC, c'est rapide. Et déjà, en quelques minutes, seulement vous aurez accès en tout cas à toute notre infrastructure. Si vous avez un business, vous avez besoin de collecter les paiements dans différents pays africains, vous nous contactez tout simplement par nos différents numéros ou par notre adresse email qui est directement sur la plateforme. Et on en parle, on comprend votre business, on voit comment on peut vous apporter en tout cas la solution des paiements selon vos différents besoins. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais prévu partager, mais mes questions ne t'ont pas permis de l'exprimer? Actuellement, je pense non. Je pense que c'est bon, j'ai à partager tout ce que je devais partager. Mais en tout cas, la plateforme, elle est très simple à utiliser. Et notre service client, elle est là. Et ils peuvent vous assister dans n'importe quelle difficulté que vous aurez. Joël, merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour participer à cette interview. J'espère que pour la personne qui nous a suivis aussi, que ça a été enrichissant. Et donc, si ça a été enrichissant, si jamais tu as appris quelque chose, clique sur j'aime, laisse un commentaire. Peut-être qu'il y a un aspect, tu aurais aimé que Joël insiste dessus, mais il ne l'a pas fait. Laisse un commentaire, peut-être que ça va le faire revenir une prochaine fois pour venir s'expliquer. Vraiment. Et surtout, partage la vidéo pour aider aussi à passer le mot et à dire que l'Afrique francophone, malgré son retard entre guillemets sur d'autres parties de l'Afrique anglophone, l'Afrique a refusé de rester à genoux grâce à des personnes comme Joël qui ont décidé de se lancer et de changer le visage de la finance en Afrique.